prescription. Ça contient de l'oxymétazoline. C'est sur la liste 2. Prescription médicale obligatoire. Il faut une ordonnance pour que le pharmacien délivre le produit. Parce qu'on a eu des accidents avec ces produits. Je vais vous en toucher un mot, mais... Alors il y va, on va dire, incontinent, chez le médecin. Le médecin hésite entre l'envoyer chez l'ORL, parce que c'est vrai que... Et le traitement symptomatique. Là, il pourrait dire, le nez est congestionné, je donne un vasoconstricteur nasal. Mais il peut aller plus loin et se dire, il y a peut-être une cause particulière, une cause ORL qui mériterait qu'il soit examiné par le spécialiste du nez, de la gorge et des oreilles. Bon, mais finalement, quand le malade insiste, qu'il a la flemme de faire un mot pour l'ORL et que ça paraît un symptôme assez bénin, il lui fait une ordonnance de pernazène. Le soir, il commence à se pulvériser du pernazène. Son nez est dégagé instantanément. Ça marche très très bien, les vasoconstricteurs nasaux. Le nez est gonflé, vous mettez 2 gouttes et l'air passe. Il adore ça. Il bénit son fils de lui avoir conseillé du pernazène. Il en met même le jour, le soir, la nuit. Quels sont les effets et même les risques de ce produit, qui est un alpha-stimulant comme le serait la phényléphrine? Sauf qu'au lieu d'en mettre dans les yeux, là, en l'occurrence, on le met dans les narines. Et on peut aussi prendre par la bouche des médicaments alpha-stimulants dans d'autres indications quand la tension est basse, par exemple. Alors, les différentes actions. La voie nasale, a priori, minimise les actions systémiques, mais il n'empêche que les gens qui ont pris ces produits s'en sont mis des litres dans les narines, se sont générés effectivement des hypertensions artérielles très sévères, dont vous aviez tout à fait raison, avec des accidents cérébraux notamment, qui expliquent que le législateur est décidé de mettre sur la liste 2 tous ces produits vasoconstricteurs. La vasoconstriction artérielle et veineuse, qui apparaît lorsqu'il y a les effets systémiques, les effets généraux, autrement dit, quand le produit passe dans la circulation, peut s'accompagner évidemment d'une bradycardie réflexe, puisque l'effet primitif, c'est la vasoconstriction, qui compense en quelque sorte la montée de tension. Mais quand on en met beaucoup, on dépasse cette capacité de compensation, on finit par avoir des chiffres encore plus élevés. Et les accidents bien connus des vasoconstricteurs nasaux. Des hypertensions, en quelque sorte, iatrogènes, engendrées par le médecin, par la prescription. Il y a d'autres effets des alpha-stimulants, comme la lipolyse, la glycogénolyse. Et à certaines époques, on était très intéressé par ces produits. Certains obésologues les mélangeaient avec des hormones thyroïdiennes, des diurétiques, des alpha-stimulants, pour que les gens maigrissent, que les graisses fondent, que le poids diminue. C'est heureusement passé de mode et c'est aussi dangereux si on met un diurétique pour perdre du poids, on perd de l'eau et du sel. Et puis là, c'est peut-être de la lipolyse, mais il y a d'autres effets qui surviennent qui peuvent être très gênants, notamment l'élévation de la pression artérielle et les accidents concomitants. Les pupilles se dilatent et puis l'urtère est contracté, parce qu'il y a des fibres musculaires lisses. Ça contracte l'urtère. Les poils se redressent, ça c'est déjà nettement moins méchant, parce qu'il y a des petits muscles horripilateurs, ça redresse les poils, les alpha-stimulants. Les sécrétions ont tendance à diminuer, ça contracte l'intestin. Alors, à la fin, il a mal à la tête, enfin à la fin, au bout de quelques semaines, notre homme a mal à la tête, et puis il a vraiment du mal à vider sa vessie. Il vient vous demander pourquoi et qu'allez-vous faire. Alors comme on n'est pas en enseignement dirigé, je réponds à votre place, même si vous avez la réponse au bout de la langue. On s'assure déjà qu'à la céphalée ne s'associe pas un déficit ou un trouble neurologique, parce qu'il a pu faire un accident cérébral.
A priori, c'est l'hypertension artérielle à l'origine de cette céphalée. Les chiffres sont élevés. Les chiffres sont élevés. Et puis on savait que c'était un prostatique. Il avait de la difficulté à uriner. La contraction de l'urètre a amplifié sa difficulté mictionnelle. C'est dû au produit qui est passé dans la circulation. Le médecin demande au patient de cesser ces pulvérisations. Alors, pour la miction, c'est quand même important de comprendre à peu près comment fonctionne la miction. Il y a une composante volontaire et une composante involontaire. La composante involontaire, c'est le système nerveux autonome. Les produits, l'activation sympathique destinée à la vessie et à l'urètre, ça a notamment pour effet au niveau de l'urètre de la contracter, de le contracter, pardon, un urètre, de le contracter. Ça veut dire que ça gênera la miction. Et inversement, vous verrez énormément d'alpha-bloquants prescrits pour améliorer la dysurie, le trouble mictionnel des malades prostatiques. Ça ne change rien à l'adénome, il garde la même taille. Si on veut réduire sa taille, c'est d'autres médicaments qu'on donne. Mais si d'un côté, les alpha-stimulants gênent la miction, les alpha-bloquants la favorisent. Ça, c'est la composante pour le passage, si vous voulez, transurétral. S'il y a un relâchement de l'urètre, ça passe mieux avec les alpha-bloquants. S'il y a un alpha-stimulant, comme c'est le cas ici, avec l'oxymétazoline, eh bien, la miction est plus difficile. Le sujet est déjà prostatique, donc ça ne fait qu'aggraver sa dysurie. Et vous avez aussi l'intervention du sympathique sur la vessie, le détrusor, la contraction du détrusor. Quant au parasympathique, il intervient par des voies donc, qui vont in fine libérer au niveau de l'organe de l'acétylcholine, mais qui sont issues de la moelle sacrée. Il y a un centre parasympathique au niveau sacré. Et là, c'est une innervation au niveau du trigone, de la base de la vessie, ainsi qu'une innervation du muscle proprement dit. Alors, très schématiquement, la hantise de l'homme, c'est la rétention. Alors que la hantise de la... Je schématise, mais la hantise de la femme qui a un petit urètre de 6-7 cm, c'est de perdre ses urines, quand elle tousse, quand elle éternue. Nous, les hommes, on a peur de ne pas pouvoir vider notre vessie. Vous voyez, c'est deux façons de vivre complètement différentes. Alors, le sympathique agit, je vous l'ai dit, à la fois sur la vessie et sur l'urètre, mais ce qu'il vaut mieux retenir et qui suffit en quelque sorte, c'est l'action du sympathique sur l'urètre, avec ce risque de rétention avec les stimulants alpha-adrénergiques et l'amélioration des conditions du prostatique par les alpha-bloquants, qui facilitent la miction. Le parasympathique, lui, agit plutôt sur le muscle vésical en favorisant sa contraction. Et donc l'ouverture, c'est un peu dur à expliquer, de l'entonnoir prévésical. Si la vessie se contracte, elle prend une forme de ballon et ça a tendance à ouvrir la base qui est l'origine de l'urètre. Et donc ça favorise la miction. Les agonistes cholinergiques, la muscarine si vous préférez. Alors qu'inversement, l'atropine, en paralysant le muscle vésical, génère de la rétention. Alors, ces phénomènes que je viens de vous décrire, c'est des phénomènes réflexes, avec ces nerfs parasympathiques
notamment, et tout se passe au niveau de la vessie et de la moelle épinière. Chaque fois que votre vessie gonfle, vous avez un seuil qui déclenche l'activation de ces réflexes mictionnels. Et comme vous êtes capable de vous retenir, ça veut dire que vous faites intervenir, cette fois-ci de façon volontaire, des muscles qui s'opposent à la miction. Vous pouvez retenir vos urines, ce qu'on ne fait pas quand on est bébé. Ou quand on a une incontinence. Ce qui explique aussi qu'il y ait de la kinésithérapie pelvienne pour apprendre à muscler les muscles striés, notamment le releveur de l'anus, qui peuvent servir à retenir les urines. De façon intéressante, chaque fois que vous avez ce besoin d'uriner, vous avez un phénomène de tolérance qui s'installe au bout d'un certain temps et les conséquences de ce réflexe s'émoussent. Vous en êtes rendu compte, vous avez envie d'uriner, votre vessie est pleine, et puis au bout d'un petit moment, ce besoin disparaît. Et il revient plus tard, lorsqu'on a de nouveau augmenté le volume vésical, et puis de nouveau on oublie. Ça peut durer longtemps, sauf qu'à partir d'un certain moment, vous êtes obligé de vider votre vessie. Ça devient irrépressible. Alors, quelques jours plus tard, après avoir arrêté son médicament, on a presque fini, il est très gêné du nez. Pourquoi ? Parce que la cause de son œdème, vous l'avez compris, c'était les vaisseaux qui étaient dilatés. C'était de l'œdème du nez. Quand on a une vasodilatation, il y a de l'œdème. Si on donne un vasoconstricteur, ça le corrige. C'est ce qui s'est passé avec le vasoconstricteur nasal. On corrige l'œdème. Mais quelques jours plus tard, revient ce phénomène qui est une sorte de rebond de vasodilatation nasale à l'arrêt de l'alpha-stimulant, du vasoconstricteur nasal. Alors, la pharmacienne lui vend du Stérimar, qui est un spray nasal à base d'eau de mer. Là, il n'y a pas besoin d'ordonnance. Ce n'est pas quelque chose de dangereux. Quelle est la particularité de l'eau de mer en comparaison du liquide interstitiel ou du plasma? C'est hypertonique, tout à fait. Et de fait, si on met de l'eau de mer dans les narines, ça va appeler l'eau et donc réduire l'œdème nasal. Ça appelle l'eau des narines, l'œdème diminue, vous vous mouchez, et c'est une façon assez simple de traiter l'œdème du nez. Et ça fait plaisir aux pharmaciens. Si vous êtes au bord de la mer, c'est peut-être pas utile d'aller en acheter. Si vous êtes économe, vous pouvez en fabriquer vous-même. Bon, dans le bonus, il y avait le grand bleu, je ne vous détaille pas. Oui, ça c'est une histoire intéressante aussi d'intoxication par un gaz de combat dans un métro de Tokyo en 1995. Et j'avais une fois une étudiante en master qui était japonaise, donc qui a pu nous expliquer par le menu ce qui s'est passé dans cette station de métro. Qu'est-ce que vous verrez d'autre ? Les toxicomanies avec la cristalline qui est très riche en atropine. Ça remonte à 2004.
Vous aurez aussi un autre sujet qui est le garde de la reine avec sa grosse moumoute qui reste debout longtemps et qui tombe alors qu'Élisabeth II passait en revue sa garde. Il reste immobile debout, le sang stagne dans les jambes et ça lui déclenche la fameuse syncope vasovagale où vous avez le cœur qui se ralentit puis qui s'arrête avec la tension qui s'effondre et puis le cœur qui repart. Et je vous expliquais comment marcher. Oui, le vague et le sympathique. Pénissou et le docteur No, ça fait pénis évidemment. Là j'explique aussi. Et puis une histoire pagaie pour terminer, d'un rameur, qui pourrait être votre serviteur, qui s'appelait Ronald Avi, comme aviron, hein, bien sûr, et qui termine mangé par des vairons, qui est l'anagramme d'aviron, si vous voulez le lire. Et à la fin, je vous fais un petit rappel, si vous voulez le regarder, des différents organes, innervés ou pas par le sympathique et par le vague, avec la particularité des récepteurs non innervés par le parasympathique, mais qui sont sensibles, présents au niveau des fibres musculaires lisses, de l'endothélium, et qui libèrent du monoxyde d'azote lorsqu'on met un agent muscarinique dans la circulation, sympathique et parasympathique. Donc, comme vous le réclamez habituellement, vous l'avez à la fin. Et je vous remercie puisque c'est l'heure.